parce que je prends un exemple extrême, le centre de formation du shérif Tiraspol. Imaginons que voilà, un actionnaire en Moldavie, en Transnistrie. Voilà, vous me perdez. Mais... Imaginons que le président du shérif Tiraspol dépense et dans une infraction de 20 millions, recrute pour 20 millions de plus que ce qu'il a vendu. Est-ce qu'il est quand même honnête, plus sérieusement, quand même, d'interdire le centre de formation de développer en ayant un budget conséquent, quoi. On sait très bien que le Barça ne sera pas touché par ça, par exemple. Ouais. Attends, quel est votre avis? Par exemple, le PSG a une équipe en Ligue 1, une équipe évidemment avec un gros budget, etc. Ils ont un centre de formation qui est intéressant. Ils ont aussi dégagé un budget pour l'équipe féminine. Oui. Et ils pourraient être blâmés parce que justement ils ont un trop gros budget pour le féminin. Alors c'est l'endettement, c'est pas le budget en soi qui est concerné. C'est que grosso modo c'est une équipe, je crois que Paris, je vais regarder, mais avait dépensé pour plus de 300 millions, non plus de 500 millions sur les 3 années 2015-2018. S'ils ont vendu pour moins de 500 millions, leur budget pour le centre de formation peut être sanctionné par l'UEFA. Parce qu'on pourrait aussi tourner le problème dans l'autre sens. On pourrait se dire, au contraire, ils font l'effort de développer un club féminin. Mais justement, c'est là que ça pose problème, le règlement, c'est mal fichu. Alors, tu peux comprendre dans le sens où ils investissent toujours plus pour avoir toujours de plus en plus de bénéfices en investissant dans le sport féminin, tu vois. Mais au contraire, je trouve que si tu veux démocratiser le foot à l'échelon féminin et que tu veux renforcer la féminisation du football, oui, ça passe par là, c'est intéressant de passer par là, tu vois. Oui. Donc c'est un truc de fou, Oui, sinon c'est sûr que si tu es une équipe moyenne, tu te concentres sur l'équipe masculine, tu vas essayer de la rendre compétitive et et tu joues pas sur le tableau foot féminin qui on le sait te rapportera beaucoup moins que le foot masculin en termes de retombées économiques, que ce soit marketing et aspect purement économique en termes de budget. Est-ce que tu peux retirer des résultats sportifs? Pas de match. Alors bien évidemment, là c'est un autre domaine, mais c'est toujours dans le domaine financier et commercial, ce qui intéresse l'UEFA en tout cas. Il faut bien distinguer la dette brute de la dette nette, c'est-à-dire que la dette nette concerne essentiellement les dépenses, tandis que les dettes brutes, c'est plutôt les intérêts qui sont contractés à des sociétés, etc., et auxquels l'UEFA ne s'intéresse pas forcément. Alors j'ai quelques chiffres qui pour le coup sont assez énormes et j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Alors grosso modo, l'UEFA n'a pas pénalisé un club comme l'Atlético de Madrid qui avait 213 millions de dettes pour 211 millions de budget. Valence en avait 200 pour 130 millions. Marseille par exemple avait 172 millions de dettes pour 180 millions de budget. Alors le pompon, c'est par rapport à l'endettement du club, c'est Chelsea. La dynastie Abramovich, depuis qu'il est arrivé, Chelsea a accumulé jusqu'à 1,3 milliard d'euros. De quoi? De dettes? De dettes. Ils n'ont jamais été sanctionnés. Pourquoi? Roman Abramovich. C'est du génie de faire ça aussi. C'est du génie. Alors ça, c'est après c'est encore une question. C'est pourquoi l'UEFA a encore une fois fermé les yeux. Roman Abramovich, pour dissimuler cet endettement, est passé via ses sociétés écrans pour transformer la dette. Alors ne me demandez pas comment il a fait ça, je ne sais pas. Il a transformé la dette en prêt gratuit, sans intérêt. Okay. Voilà, que le club remboursera plus tard lorsqu'il le vendra. Et donc pour l'instant, c'est pour ça alors que Roman Abramovich a en idée de céder le Chelsea au bout d'un moment. Voilà, absolument. C'est-à-dire pour l'instant, on peut présumer que le 1,3 milliard est beaucoup plus conséquent. Et pour l'instant, officiellement, ça reste un prêt. D'accord, c'est une dérive financière. C'est une dérive financière. Ce qui fait donc qu'on a un exemple de club qui est sauvé, entre guillemets, à court terme du fair play financier, qui peut faire globalement ce qu'il veut. Mais je trouve ça d'ailleurs assez risible et terrible pour les supporters du club, pour les gens qui suivent Chelsea. C'est qu'au moment où Abramovich il en a fini avec son jouet, j'ose le dire comme ça, il le lâche. Et puis le club, là, est dans une situation qui peut être très très compliquée. Parce qu'il faudra bien le justifier à un moment donné. Oui, parce que c'est qu'une solution temporaire. Il devrait rembourser le prêt, techniquement. Hein. Et au-delà, par contre, de cet exemple, qui reste qu'un exemple, ça montre bien aussi que le fair play financier, moi je suis allé lire la petite définition que tu as donnée au début. Sur le papier, ça paraît très bien si on va pas chercher dans les détails. Mais le but, c'est de résorber les inégalités et qu'il n'y ait pas de club qui fasse des excédents de la folie sur le marché ou qui dépense plus que ce qu'il gagne. Et pour quelque chose qui pourrait être très compliqué, justement, on se rend compte qu'il y a des dérives. C'est très logique et simple. Mais il y a des dérives qui sont importantes. Et au vu de ce qu'est la réglementation, en plus, on arrive à la détourner un petit peu comme on veut. Et on se retrouve avec des clubs, effectivement, qui se retrouvent, eux, dans la tourmente, et à l'inverse d'autres qui sont dans une situation financière aussi inquiétante et anormale pour le football européen,
et qui arrive à passer outre toutes les sanctions éventuelles. Mais en fait, moi, il y a un truc qui me dérange. C'est un petit peu dérangeant. Il y a un truc qui me dérange dans ce fair play financier, c'est qu'il n'y a pas d'effort de proportionnalité. C'est-à-dire que si un club, on va dire un club moyen d'un championnat, je sais pas, mettons, championnat turc, a un excédent de 10 millions, il sera quand même sanctionné par rapport à un gros club qui aura un excédent beaucoup plus important, mais qui aura aussi en même temps beaucoup plus de retombées économiques. Donc je trouve qu'il y a pas. Non, une aide, tu veux dire. Pas déficit, mais c'est ça. Si, c'est un déficit et pas voilà, un excédent. en déficit, pardon, et non pas excédent, effectivement. Mais du coup, je trouve qu'il n'y a pas de proportionnalité et les gros clubs s'en sortiront toujours de cette façon parce que c'est des clubs qui sont super performants sur tout ce qui est aspect marketing. Un club comme Chelsea, même si Roman Abramovich est en train de faire des dérives financières, je ne m'inquiète pas forcément pour eux parce que c'est un club qui aura toujours des résultats sportifs probants, à moins qu'il y ait un incroyable choc. Je vois pas comment. C'est des clubs qui sont faits pour perdurer dans le temps, quoi. Donc bon. Et d'ailleurs, il est dit que le fair play financier vise à l'origine à mettre fin à certaines pratiques qui touchent normalement principalement les grosses écuries européennes. Et à l'inverse, beaucoup de détracteurs vont dire, et globalement à raison avec les exemples que tu donnes, que ça favorise les grands clubs européens. Plus que ça les met devant leurs responsabilités. Alors en fait, désolé, je suis en train de parler en langage des signes avec Yacine. Il faisait du morse, donc je ne comprenais pas. Non, ce que je voulais aussi dire, c'est que pour moi, et c'est encore une question, c'est un débat que je lance comme ça, pêle-mêle. Attends, mais juste, Max, tu veux dire un truc, je crois, par rapport à réponse à Flo. C'est juste par rapport à ça, c'est que les gros clubs peuvent camoufler par beaucoup plus de manières leur déficit. En fait, les petits clubs. Bien sûr, parce qu'en fait, on crée des soucis d'écran, des choses comme ça. Voilà, exactement. Et puis en plus, l'UEFA n'interdit pas les contrats de sponsoring. Et en fait, le droit à l'image, parce que c'est aussi une question juridique en réalité, c'est que le droit à l'image de la personne, en tout cas du salarié, il faut savoir que des fois, des joueurs n'appartiennent officiellement pas à des clubs. Mais à ils des sont payés par sociétés les clubs, pétrolières, des sociétés et à des personnes évidemment qui détiennent leurs droits, alors peut-être pas à 100%, mais à des personnes morales en fait. Exactement. Ce qui fait que le fair play financier ne s'immisce pas dedans. En tout cas, l'UEFA le dit, et l'UEFA a officiellement dit en fait dans ses statuts qui réglementent le fair play financier qu'il supplie depuis des années la FIFA de réglementer ça. Alors bien évidemment, ça c'est du formel. Après, on ne sait pas ce qui se passe. Mais ce que je voulais également ajouter, c'est moi j'aurais été plutôt favorable à cette mise en forme du fair play financier si elle avait été aussi échelonnée sur le chiffre d'affaires, parce que les chiffres sont hallucinants pour les gros clubs. Après, évidemment, ça dépend toujours de la valeur du club, mais j'avais vu que le Real Madrid et le Barça, pour l'an dernier, l'exercice 2016-2017 qui était arrivé en septembre dernier, parce que pour 2018, ça n'a pas encore été fait, le Real Madrid a fait un chiffre d'affaires de 675 millions d'euros et le Barça 708 millions d'euros. Alors évidemment, si on échelonnait le fair play financier sur le chiffre d'affaires, je pense que ces clubs-là auraient été peut-être un peu plus contrôlés. On voit que... Ça voudrait dire qu'ils auraient pu investir 700 millions d'euros dans un potentiellement, joueur, par exemple. Non, mais potentiellement. Non, après, non, ça marche pas comme ça. Il faut aussi qu'ils vendent. C'est une balance d'équilibre. Voilà, parce que moi c'est ça que je comprends pas. Tu parlais tout à l'heure de l'Atlético, qui n'a pas été sanctionné parce que pour 2 millions, à peu près 2 millions, ils avaient 213 millions de dettes et 211 millions d'excédents, enfin de budget ou je sais pas quoi. C'est ça. Paris, eux, avaient dépassé de plus de 40 millions, je crois, de dettes en tout. Il me semble, oui. C'est-à-dire que le déficit était de plus de 40 millions et ils n'ont pas été sanctionnés. Non, ils n'ont pas été sanctionnés. Bon, après, ça a été remis sur la table cet été. Mais je crois que ça s'est joué à quelques millions. C'est pour ça qu'ils ont dû vendre Pastore et Krychowiak également. C'était encore pour enflouer le transfert d'Mbappé et de Neymar de l'an dernier. Parce que Mbappé, à la base, c'était un prêt par rapport à Monaco. C'est tout un montage financier qui a été créé par... je pense que c'est pour retarder l'achat. C'est un truc de fou. C'est comme lisser les achats sur... si tu achètes Mbappé 180 millions et que tu dis qu'il est pour 5 ans, tu divises par 5. Tu dis 30 millions par an. Et par rapport à la balance, c'est 30 millions sur l'année. D'accord, c'est un genre de remaniement financier. C'est comme quand tu as des prêts d'achat avec option obligatoire. Le club ne l'achète pas dans un premier temps, mais au bout d'un moment, il sera obligé de faire l'acquisition. Alors bien évidemment, il y a aussi une autre disposition qui est prévue par l'UEFA, c'est le fameux Gentleman to Settlement Agreement.
Yes. Un petit nom barbare, mais. Alors, moi, je sais de quoi je parle parce que ça a concerné le Milan AC. Il y a 2 ans, lorsqu'on. C'est pas du Milan, toi. Je crois que ça t'avait concerné, toi, directement. Ah, ça concerne ma personne, mon âme, tout ce que tu veux. Non, en fait, dès qu'un investisseur décide d'acheter le club, et ça a été le cas pour le Milan, intégralement, le Chinois en question avait racheté le club dont la valeur est estimée à 740 millions d'euros. Alors attendez. Quand tu vois les Girondins de Bordeaux, la valeur, ça fait mal. Voilà. Alors le fair play financier, le fameux propriétaire qui est parti cette année s'est engagé à résorber la dette de 200 millions d'euros du club et lui-même a emprunté 300 millions d'euros. D'accord. Pour rembourser la dette de 200 millions. C'est-à-dire qu'il avait 100 millions, qu'il n'avait pas 100 millions dans les poches, au moins. Au fonds d'investissement américain qui a racheté le club cet été. L'UEFA a fermé les yeux. Et là où c'est drôle, c'est que le Milan AC en fait s'est engagé à faire passer son chiffre d'affaires de 270 millions à 500 millions en 3 ans. L'UEFA a encore une fois fermé les yeux. Donc encore une fois, est-ce que ces chiffres comme ça annoncés sont... je trouve que personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on annonce un tel chiffre d'affaires en 3 ans, l'UEFA, comment peut accepter l'UEFA comment le Milan peut être accepté? Ne pas mettre en place des règles restrictives, qui soient vraiment clairement établies et dire, je sais pas, mettre une interdiction, pas pouvoir établir de doubler son chiffre d'affaires, par exemple, je sais pas. Enfin, ouais. Il y a des failles clairement dans le système. Ma question est peut-être un peu provocatrice, mais est-ce que l'UEFA n'aurait peut-être pas encore poussé le bouchon plus loin et s'immiscer, je sais bien que les clubs ne refuseront toujours, mais de s'immiscer même dans le vote du budget du club? Oh. Ouais, je sais que c'est provocateur, c'est peut-être la seule solution. Non, mais ou en tout cas avoir un avis consultatif. Si c'est consultatif, c'est rien du tout en fait. Ça veut dire que du coup tu cadres le budget. Ouais, mais au moins il y a un suivi, tu vois. Au moins il y a un suivi parce que je pense que dans certains cas, l'UEFA ferme les yeux, mais parce que est-ce qu'ils ont vraiment suivi le dossier? J'en suis pas sûr. Alors après, moi je reviens encore sur ce qu'on a parlé avant, mais déjà si on n'arrive pas à établir un fair play financier 1.0, comment on peut établir un fair play financier 2.0, c'est-à-dire s'immiscer dans le budget d'un club? Déjà si on n'arrive pas à faire appliquer les règles de l'UEFA, qui sont pourtant, même si elles paraissent compliquées, sont pourtant simples, comment on peut essayer d'arriver, de toucher au budget d'un club? Ça me paraît impossible, sachant que des présidents de clubs, on parle du Barça et du Real évidemment, mais on peut parler d'autres, sont beaucoup plus puissants peut-être que le président de l'UEFA. Donc moi ça me paraît impossible. Enfin, pas utopique. Ouais. Il y a peut-être aussi les questions des sponsors, parce que évidemment l'UEFA, les compétitions européennes sont aussi sponsorisées pour le marketing, etc. Et évidemment, si les sponsors sont communs à l'UEFA et à un club concerné, évidemment, on n'a pas le revers de la médaille, mais tout ce qui peut apparaître sur le dossier de l'UEFA, sur le site de l'UEFA, évidemment, le revers de la médaille, on ne le verra jamais. Ouais. Et on sait très bien qu'il y a des arrangements. C'est comme ça que ça se passe, mais tout à l'heure. Schalke et l'UEFA. Voilà, et on parlait des sociétés écrans, etc., mais il y a des intérêts qui relèvent même de certains États. On voit bien que Paris aussi est embêté. La version officielle du club. On a vu, Romain, tu peux en témoigner, des querelles interposées entre Nasser El Khelaïfi et Javier Tebas. Où grosso modo, Nasser avait laissé sous-entendre que les 2 gros clubs espagnols voulaient la mort sportive du club. En tout cas, ils ne voulaient pas que Paris arrive au niveau où sont les 2 clubs espagnols en Ligue des Champions. C'est encore, je pense que c'est au-delà de l'UEFA. L'UEFA a peut-être créé un monstre qui est en train de lui échapper, parce que ça se joue clairement au niveau des États, je pense. À ce niveau-là, on peut présumer que des présidents de clubs sont bien plus puissants que le simple monsieur Séphérine. Une petite question de Guillaume qui demande si les sociétés écrans sont LED ou plasma. Merci Guillaume. Allez, on passe sur. Belle contribution, je vois, au débat de Guillaume, qui n'est pas présent mais qui voulait avoir une touche bien précise. Non, mais ce que tu dis sur les présidents de clubs est très, très intéressant. Et l'Espagne en est un exemple saisissant, parce qu'effectivement, que ce soit Florentino Pérez ou le président du Barça, Bartomeu, sont des personnes qui ont énormément de pouvoir, au-delà même de ce qui peut être l'apport financier qu'ils donnent dans le club. En Espagne, on peut parler d'eux, mais il y en a d'autres évidemment. Oui, il y en a d'autres d'ailleurs. Les clubs fonctionnent de par les socios, qui élisent le président du club de manière régulière. Donc en l'occurrence, par exemple, au Real, Florentino Pérez,
qui a, c'est sûr, un poids considérable dans le football espagnol et dans des décisions qui peuvent toucher au transfert et jouer des jeux d'influence, que ce soit lui ou d'autres et dans d'autres championnats, vis-à-vis des plus grandes instances. C'est sûr qu'un club comme le PSG, qui est un club naissant, ou c'est le cas aussi d'autres, peuvent eux se sentir lésés parce que les premières cibles, les premiers attaqués, alors que les grands clubs, les grandes entités du football européen ne sont pas attaqués. Après, on sait très bien qu'il y a des transferts qui ont posé question au Paris Saint-Germain et que eux aussi jouent avec les règles. Donc des fois, quand ils veulent se faire le bon apôtre de la morale vis-à-vis du football espagnol, où on ferait les choses pas bien et où on fermerait les yeux, je crois que le transfert de Neymar de 122 millions d'euros, alors que le Real était dessus et pas forcément bien passé. Et ce qui m'inquiète en tout cas, c'est que fair play financier, certes, il y a désormais, mais justement, on ne cesse d'avoir une inflation des transferts, comme on l'a vu année après année. On va arriver au même niveau que la bulle immobilière, il va y avoir une explosion et ça va se casser la gueule, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Mais le souci, c'est que sera au top. Enfin, sous couvert de niveler un peu le niveau de. Florent Mollet vaut 50 millions actuellement, j'ai peur de vous le dire. Il faut être aussi assez clair sur les propos. Enfin, l'UEFA, de ce que j'ai lu en tout cas sur leur statut concernant le fair play financier, n'a jamais parlé de réinstaurer une compétitivité, mais simplement un équilibre. Alors évidemment, c'est pour ça qu'il disait aussi qu'il y avait des petits et des gros clubs avant l'instauration du fair play. Évidemment, quand ces clubs avaient... Évidemment, le Real, le Barça, Manchester United, Arsenal ont les moyens. Quand on voit le chiffre d'affaires qui dépasse les 600 millions, on sait très bien que le fair play financier sera respecté, même lorsqu'ils dépenseront pour 500 millions, ils revendront pour 500 millions également. Donc la financière tellement importante que voilà, donc la compétitivité, je pense que le fair play financier n'a pas modifié grand chose en réalité. Oui, parce les que clubs étaient déjà puissants avant. La compétitivité est déjà biaisée de base. Oui, parce que la courbe était déjà très élevée concernant les gros clubs. Donc ils écrasaient déjà la Ligue des Champions avant. Ils continueront à l'écraser. De ce que je sache, Manchester United, qui est le club le plus riche du monde, ne brille pas actuellement en Coupe d'Europe. Non, ouais. Donc bon, c'est pas forcément. Ni en championnat d'ailleurs. Voilà. Tu vois de quoi il parle, toi, Flo? Non, rien à dire là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il fait la moue. Très bien, on va continuer. Je te laisse direct que Charles Aznavour est décédé. C'est Benoît. Je te laisse introduire Tim, justement, notre deuxième pause musicale qui est donc Isaiah Rashad, Food for South, son rap US. Allez, à tout de suite. Salut. Cooking soul. I'm like a rolling stone, and I'm the shit player. But don't flush your commode, and I hope you smell me. This fall